Bonjour, bienvenue dans cette présentation de la blockchain dans laquelle vous allez pouvoir découvrir ce que c'est à travers des exemples, comprendre comment elle fonctionne, j'essaierai d'utiliser des métaphores imagées, et apprendre à vous en servir en installant un portefeuille numérique. Je vais commencer par me présenter, puis je parlerai du contexte dans lequel la blockchain est apparue. Je décrirai ce qu'elle est, comment elle fonctionne, ensuite j'expliquerai les concepts qui la constituent. On parlera des NFT, des contrats intelligents, et on terminera par le portefeuille numérique. Je vous montrerai à quoi il ressemble et comment l'installer. Je suis Johan Radenac, fondateur de NFT Propulsion. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant que développeur logiciel et consultant pour des entreprises comme Renault, Alstom Transport, et plus récemment Actia Telecom, une entreprise basée à Dinard qui est spécialisée dans la télécommunication par satellite. En ce début d'année 2024, j'ai créé mon entreprise, NFT Propulsion, avec laquelle j'aide les artistes à créer des NFT à partir de leurs œuvres d'art, qu'elles soient numériques ou physiques. Alors vous ne savez pas forcément ce que c'est qu'un NFT pour l'instant, ça fait partie des choses que nous allons découvrir dans cette présentation. La blockchain est apparue dans un contexte économique compliqué. On est en pleine crise des subprimes et de nombreuses personnes commencent à perdre confiance dans le système financier traditionnel et dans les institutions bancaires. C'est à ce moment-là que Satoshi Nakamoto crée une crypto-monnaie appelée Bitcoin. En 2008, il publie le white paper, c'est-à-dire la présentation du projet. En 2009, le projet démarre et le premier Bitcoin est créé. Contrairement à une monnaie classique, le Bitcoin possède des caractéristiques spécifiques. Il n'y a pas d'institution centralisée pour contrôler et réguler cette crypto-monnaie. Pour prendre exemple avec le système bancaire, si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, vous demandez à votre banque d'effectuer la transaction. La banque vérifie que vous avez les fonds nécessaires, s'assure de la légitimité de la transaction et, le cas échéant, l'enregistre dans ses comptes. Dans certains cas, la transaction peut être refusée pour des raisons dont vous n'aviez pas connaissance et que vous ne pouviez pas anticiper. C'est le point important ici. Techniquement, c'est possible pour votre banque de faire ce choix. Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont-elles déterministes parce qu'elles fonctionnent entièrement à partir de leur code. Aucune entité, étatique, gouvernementale ou privée, ne peut s'opposer à une transaction si le code l'autorise. On dit souvent « code is law » lorsque l'on parle de la blockchain. En français, cela signifie « le code, c'est la loi ». Ça veut dire que si une transaction est acceptée par le code, il n'existe pas de recours pour l'annuler. On verra plus tard que cela a un fort impact sur la manière dont on sécurise des crypto-monnaies. Pour expliquer ce que c'est que la blockchain, j'aime beaucoup cette image du cahier de compte. Sur les pages, on vient écrire les échanges entre les utilisateurs et on appelle ça des transactions. De la même façon que c'est plus facile d'avoir un cahier avec beaucoup de pages qui sont reliées plutôt qu'une seule grande page, eh bien numériquement c'est plus facile d'inscrire ces transactions dans des blocs et de relier ces blocs pour former une blockchain. La blockchain, c'est donc une technologie de stockage et de transmission d'informations. Elle contient l'historique de toutes les transactions depuis le début de sa création, en 2009. Pour faire le parallèle avec le système traditionnel, on peut regarder le système notarial. Quand quelqu'un vend une maison à quelqu'un d'autre, il va voir un notaire et le notaire enregistre la transaction dans un registre notarial. Eh bien, la blockchain, c'est le registre du Bitcoin. Pour comprendre comment fonctionne la blockchain, il faut déjà savoir que toutes les blockchains utilisent des tokens. Les tokens, ce sont des jetons qui servent de monnaie d'échange. On a le Bitcoin pour la blockchain Bitcoin, l'Ether pour la blockchain Ethereum et le Sol pour la blockchain Solana. J'ai pris ces trois exemples parce que ce sont trois crypto-monnaies très connues. Techniquement, dans un bloc, on va retrouver une en-tête qui reprend notamment le numéro du bloc, les transactions des utilisateurs et une empreinte. Une empreinte cryptographique, c'est une suite de caractères alphanumériques qui est illisible, mais qui a la particularité de ne pouvoir être générée qu'à partir des mêmes données. Donc ça veut dire que si on change une seule donnée, un seul chiffre ou un seul caractère, on obtient une empreinte qui est très différente. Donc la façon de relier deux blocs, c'est d'inscrire l'empreinte du bloc précédent dans le bloc courant. Donc dans le bloc 4, on va trouver l'empreinte du bloc 3, dans le bloc 5, l'empreinte du bloc 4. L'objectif de ça, c'est de s'assurer de façon très rapide, en comparant les empreintes, que deux blocs sont bien identiques.
Pour récapituler, les utilisateurs émettent des transactions. À une fréquence régulière, ces transactions sont regroupées dans un bloc. Ce bloc est ensuite validé par le réseau. Nous verrons dans la prochaine slide ce que c'est que le réseau. Une fois validé, le bloc est ajouté à la chaîne de blocs. Et dès qu'il est intégré, les transactions qu'il contient sont considérées comme confirmées. Alors le réseau, c'est l'ensemble des acteurs qui sont chargés de faire fonctionner le système. Avec une particularité, c'est qu'il fonctionne de manière décentralisée. C'est une notion qui est fondamentale au fonctionnement de la blockchain. Dans la plupart des modèles d'État ou d'entreprise, on fonctionne de manière centralisée. Ça veut dire qu'il existe une autorité centrale qui est chargée de contrôler et d'autoriser les transactions des utilisateurs, comme dans les exemples du système bancaire et du système notarial que j'ai mentionnés tout à l'heure. Ces autorités centrales, elles sont responsables des données qu'elles possèdent et ont le pouvoir, dans le respect des lois, de garder ces données secrètes, de les modifier ou de les supprimer. Pour nous les utilisateurs, la conséquence, c'est que nous avons très peu de visibilité sur l'utilisation de ces données. Ça fait d'ailleurs débat régulièrement. La blockchain, en revanche, fonctionne selon un modèle décentralisé. Il n'y a pas d'autorité centrale. Tous les acteurs ont le même rôle, les mêmes responsabilités, les mêmes pouvoirs et les mêmes droits. Pour illustrer la notion de décentralisation, on peut utiliser l'analogie du système routier. Imaginons un système routier centralisé sur Paris. Ça voudrait dire que tous les trajets devraient passer par Paris, même pour aller de Rennes à Nantes. Alors heureusement, notre système routier est décentralisé et on peut directement aller de Rennes à Nantes sans avoir besoin de passer par Paris. Dans cette analogie, les villes représentent les participants au réseau de la blockchain, on les appelle les nœuds, et ces nœuds sont connectés entre eux, tout comme les villes sont reliées entre elles par des routes. Les voitures représentent les messages qui sont échangés entre les nœuds, donc les blocs qui contiennent les transactions. Alors qu'en est-il de la sécurité de ces deux types de réseaux ? Pour protéger un système centralisé, il faut faire en sorte qu'aucun imposteur ne puisse contrôler le point central. Sinon cet imposteur peut imposer des nouvelles règles. Dans notre système routier imaginaire, qui serait centralisé sur Paris, celui qui contrôle Paris contrôle tous les déplacements et peut modifier les règles, par exemple empêcher certains véhicules de circuler ou bloquer certaines villes. Dans le système routier réel, qui est décentralisé, pour imposer ces règles, ça ne suffit pas de contrôler uniquement Paris, puisque les utilisateurs peuvent aller directement d'une ville à l'autre. Tout ça pour dire que dans un système décentralisé, il n'y a pas un point unique d'attaque. La sécurité repose sur la présence d'un maximum de nœuds fiables dans le réseau, pour qu'il soit très difficile pour les imposteurs de créer suffisamment de nœuds pour perturber le système. Dans un réseau décentralisé, les nœuds sont des ordinateurs, des serveurs, parfois des ASIC. Les ASIC, ce sont des ordinateurs qui sont spécialement conçus pour effectuer un type de calcul et ils sont particulièrement utiles pour les blockchains qui utilisent la preuve de travail, le proof of work, comme le Bitcoin. Comme je l'ai déjà mentionné, chaque nœud joue un rôle important dans le réseau en possédant l'intégralité du registre des transactions et en utilisant le même code informatique que les autres nœuds. Un nœud est connecté d'une part à des utilisateurs via leur portefeuille numérique et d'autre part aux autres nœuds du réseau. Les utilisateurs émettent des transactions vers un nœud qui les récupère et commence par vérifier leur validité. Une transaction sera refusée si l'utilisateur tente d'envoyer plus de crypto-monnaies qu'il n'en possède. Elle sera également refusée si elle est mal signée, car ça voudrait dire que quelqu'un essaie de dépenser de la crypto-monnaie d'un portefeuille qui ne lui appartient pas. Lorsque le nœud reçoit une transaction valide, il l'ajoute à son mempool. Le mempool, c'est un espace de stockage temporaire dédié aux transactions qui sont en attente d'être incluses dans un bloc. Ensuite, le nœud diffuse cette transaction aux autres nœuds du réseau afin qu'ils puissent eux aussi l'ajouter à leur propre mempool. De la même manière, notre nœud reçoit des transactions collectées par les autres nœuds. En parallèle de ce travail, le nœud participe à une compétition pour savoir quel nœud créera le bloc suivant. Il y a plusieurs types de compétitions que je détaille dans la slide suivante. Quelle que soit la compétition, elles ont toutes le même but, c'est de calculer l'empreinte du bloc courant pour qu'elle puisse être enregistrée dans le bloc suivant. On a vu tout à l'heure que l'empreinte, c'est ce qui permet de relier les blocs entre eux. J'ouvre une petite parenthèse pour entrer dans le détail cryptographique du calcul de l'empreinte.
Une empreinte, d'un point de vue mathématique, c'est un hash, et un hash, c'est très rapide à calculer. Donc le système va ajouter une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire une contrainte sur ce hash, pour augmenter la difficulté. L'objectif, c'est que la période de temps entre chaque bloc soit toujours à peu près équivalente. Pour le Bitcoin, cette période est de 10 minutes. Ça varie selon les blockchains. La contrainte, c'est que le hash doit commencer par un certain nombre de zéros. Donc pour ça, on ajoute un champ dans le bloc qui s'appelle le nonce et qu'on incrémente jusqu'à ce que le hash calculé commence bien par le nombre de zéros imposé par le système. Je ferme cette parenthèse cryptographique. Les blocs ont un nombre de transactions limité. Pour les blockchains Bitcoin et Ethereum, c'est environ 2000 transactions par bloc. Le nœud qui crée le bloc suivant a le choix des transactions qu'il va ajouter dans le bloc. Généralement, s'il le peut, il va inclure toutes les transactions de son mempool. Sinon, si le nombre de transactions dépasse la capacité du bloc, il va d'abord choisir les transactions avec les frais de transaction les plus élevés, puisque c'est à lui que ces frais sont destinés. Puis il choisira les transactions par ordre chronologique d'arrivée dans le mempool. Les transactions qui n'auront pas été ajoutées dans ce bloc devront patienter pour être ajoutées dans le bloc suivant, ou encore plus tard si le réseau est vraiment saturé. Une fois que le bloc est créé avec une empreinte valide, le nœud l'ajoute à sa copie locale de la blockchain et transmet le bloc aux autres nœuds du réseau. Si c'est un autre nœud qui gagne la compétition, notre nœud recevra ce bloc et effectuera une série de vérifications. Il s'assure d'abord que toutes les transactions dans le bloc sont valides. Le bloc complet sera rejeté si une transaction n'est pas valide. Ça pourrait être le cas si un nœud corrompu tente d'y inclure une transaction frauduleuse. Ensuite, il vérifie que le bloc respecte les règles du protocole, comme sa structure. Puis il recalcule l'empreinte du bloc, la compare à celle fournie par l'autre nœud et vérifie qu'elle respecte le niveau de difficulté. Si le bloc est validé, il l'ajoute à sa blockchain et supprime les transactions du mempool qui sont dans le bloc qui vient d'être ajouté. Les nœuds reprennent ensuite la compétition avec les transactions restantes et les nouvelles transactions du mempool. C'est ce mécanisme de contrôle, à la fois des transactions des utilisateurs et du travail des autres nœuds, qui rend le système fiable et sans nécessité de confiance entre les participants. Aucune donnée n'est ajoutée au système sans avoir été vérifiée par tout le monde. Puisque tous les nœuds ont les mêmes droits, comment choisir celui qui créera le bloc suivant pour l'ajouter à la blockchain ? Alors l'enjeu est important parce que le nœud qui sera choisi est récompensé par le système avec des tokens de cette crypto-monnaie. Pour le Bitcoin, cette valeur convertie en euros représente plusieurs centaines de milliers d'euros. Et cette distribution arrive à chaque fois qu'il y a un bloc de créé, c'est-à-dire toutes les 10 minutes. Pour faire ce choix important, il existe plusieurs mécanismes. Les deux plus connus sont la preuve de travail et la preuve d'enjeu, respectivement Proof of Work et Proof of Stake. La preuve de travail, utilisée par le Bitcoin, sélectionne le nœud qui parvient en premier à résoudre une équation mathématique complexe. Et le moyen le plus rapide de résoudre cette équation, c'est de tester des valeurs aléatoirement et le plus rapidement possible jusqu'à trouver la bonne réponse. D'où l'importance des ASICs que je mentionnais tout à l'heure puisque ces machines sont optimisées pour ne faire qu'une seule chose, tester des solutions. Ce système est extrêmement énergivore. Le réseau Bitcoin consomme, selon les années, entre 90 et 160 TWh d'électricité par an. Pour vous donner un comparatif, la France a consommé 445 TWh en 2023. Donc en gros, la consommation d'électricité utilisée dans le Bitcoin, par le Bitcoin dans le monde, ça représente un quart de la consommation française. Et plus le Bitcoin vaut cher, plus l'enjeu est important, donc plus les gens font tourner des machines et plus la consommation augmente. Avec la preuve d'enjeu, le consensus fonctionne différemment. Le nœud qui ajoute le bloc suivant à la blockchain n'est pas celui qui résout une équation mathématique, mais il est tiré au hasard parmi les tokens qu'il possède déjà, proportionnellement au nombre qu'il en possède. Ce modèle est plus capitaliste, puisque plus un nœud a de tokens, plus il a de chances d'être tiré au sort, mais par contre, la preuve d'enjeu est 99% plus écologique que la preuve de travail. C'est également intéressant de comparer la force de sécurisation de ces deux systèmes, mais ce serait un peu technique pour cette présentation. Donc pour ceux qui le souhaitent, j'ai publié une vidéo courte sur ma chaîne qui réalise cette comparaison en détail. C'est intéressant de comparer les avantages de la blockchain par rapport au système centralisé traditionnel. Une notion importante de la blockchain, c'est celle du pseudonymat.
À nouveau, si on reprend le système bancaire et notarial dont je parlais, pour pouvoir interagir avec ces systèmes, c'est-à-dire faire des transactions, vous êtes forcé de communiquer votre identité. Sur une blockchain, les utilisateurs créent des portefeuilles numériques qui possèdent leur identité propre. Et c'est cette identité qui est utilisée dans les transactions. Il n'y a pas de possibilité de connaître directement la personne qui a créé le portefeuille. Ce concept de pseudonymat amène à la notion de transparence sur la blockchain. Toutes les transactions depuis la création de la blockchain sont visibles par tous. C'est donc possible de voir toutes les transactions effectuées par un portefeuille, et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on calcule le solde d'un portefeuille, en sommant toutes les transactions dans lesquelles il est impliqué. L'intégrité des données, c'est-à-dire le fait que les données historiques ne puissent pas être modifiées, et la sécurité du système sont assurés, eux, comme on vient de voir, par l'intégrité des nœuds. Idéalement, il faut beaucoup de nœuds et que chacun de ces nœuds appartienne à des personnes différentes. Sinon, on risque de retomber dans un problème de centralisation. Et c'est un vrai risque, puisque certaines grandes fermes de minage possèdent beaucoup de nœuds et n'appartiennent qu'à un petit groupe de personnes. Les vitesses d'exécution des transactions sur les blockchains sont globalement constants au sein d'une blockchain, mais varient d'une blockchain à l'autre. Ça va de quelques secondes à plusieurs dizaines de minutes. Les frais de transaction, eux aussi, sont globalement constants au sein d'une blockchain, mais en termes de tokens. Alors comme la valeur de ces tokens en euros fluctue énormément, les frais de transaction en euros fluctuent elles aussi beaucoup. Ces frais peuvent aller de quelques millièmes de centimes d'euros à plusieurs dizaines d'euros. Et ça rend essentiel le choix de la blockchain en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous devez effectuer de nombreuses transactions de faible montant, Solana et Polygon seront plus adaptés que Bitcoin ou Ethereum, parce qu'elles vous coûteraient trop cher en frais de transaction et prendraient trop de temps pour être confirmées. Par contre, pour des montants plus importants, Bitcoin et Ethereum seront préférables, parce qu'elles ont plus de nœuds et donc offrent une meilleure sécurité. Quant aux frais et au temps de transaction, ils deviennent négligeables par rapport au montant échangé. L'évolution du système diffère beaucoup entre les deux modèles. Dans le système traditionnel, côté État, les règles évoluent lentement parce que la législation fait que ça prend du temps. En entreprise, ça va plus vite parce que le chef d'entreprise a le pouvoir de faire appliquer ses décisions rapidement. Avec les blockchains, le système est plus démocratique. La majorité des nœuds doit accepter les modifications pour qu'elles soient appliquées. Alors, cette majorité est relative, soit à la puissance de calcul pour les blockchains en preuve de travail, soit en nombre de jetons détenus par les votants en preuve d'enjeu. On ne peut pas faire de système démocratique par individu puisqu'on fonctionne en pseudonymat et qu'il n'est pas possible de lier directement les détenteurs de tokens ou les portefeuilles à des individus. Et rien n'empêche à une personne d'avoir énormément de portefeuilles. C'est très difficile de réguler les blockchains parce que c'est un système mondial et que les régulations sont souvent locales, propres à chaque pays. Un pays peut interdire une crypto-monnaie, mais il ne peut pas imposer une modification de son fonctionnement si la majorité des utilisateurs mondiaux ne l'acceptent pas. Alors j'ai réalisé un tableau plus détaillé des différences entre la blockchain et les systèmes traditionnels, et vous le trouverez sur mon site nftpropulsion.fr si vous souhaitez approfondir le sujet. Un autre concept important à connaître, c'est la cryptographie asymétrique. C'est une méthode de sécurisation utilisée à la fois dans les systèmes traditionnels et sur les blockchains pour protéger les échanges de données. Je vous explique dans cette slide comment ça fonctionne. Dans ce système, chaque utilisateur possède une clé publique qu'il peut communiquer aux autres et une clé privée qui correspond à cette clé publique, mais qui doit rester secrète. Prenons l'exemple de deux personnes qui souhaitent s'envoyer un message. La personne qui doit recevoir le message transmet sa clé publique à l'émetteur. Cette clé publique peut être comparée à un cadenas ouvert. L'émetteur rédige son message, le place dans une boîte et ferme la boîte avec le cadenas fourni par le receveur. La boîte est ensuite transmise au receveur, qui est le seul à pouvoir l'ouvrir grâce à sa propre clé privée. Peu importe qui a transmis le message, personne d'autre ne peut le lire, pas même l'émetteur, car à nouveau, seule la clé privée du receveur permet de déchiffrer le message.
Ce système est utilisé partout pour s'envoyer des messages privés, y compris par les applications de messagerie comme WhatsApp et Telegram. La cryptographie asymétrique est également utilisée pour réaliser des signatures numériques infalsifiables. Cette fois, l'objectif c'est de s'assurer qu'une action a bien été réalisée par une entité spécifique. Dans le cadre de la blockchain, ça répond à la problématique « Comment la blockchain s'assure-t-elle qu'une demande de transaction provient bien du possesseur du portefeuille et non d'un imposteur qui cherche à lui voler ses fonds ?» Le mécanisme fonctionne ainsi. Le système, ici la blockchain, émet un message unique au signataire. Le message contient les données de la transaction et un nonce. C'est une valeur qui permet de s'assurer qu'une transaction ne pourra pas être réexécutée par la suite. C'est lui qui empêche les doubles dépenses. Le signataire va générer une empreinte du message, une sorte de résumé crypté, illisible, composé d'une suite de chiffres et de lettres qui résument le message. Cette empreinte est unique et ne peut être générée qu'à partir du message d'origine. Le signataire utilise ensuite sa clé privée pour chiffrer cette empreinte et la renvoie à la blockchain. La blockchain utilise alors la clé publique du signataire pour déchiffrer l'empreinte. Et comme il n'y a que la clé publique du signataire qui peut déchiffrer cette empreinte, la blockchain est sûre que c'est bien le possesseur de la clé publique qui a signé le message et non un imposteur. Il ne reste qu'à la blockchain de générer une empreinte à partir du message d'origine qu'elle a elle-même transmise au signataire et de la comparer avec l'empreinte déchiffrée qu'elle a reçue du signataire. Si les deux empreintes sont identiques, alors la transaction est considérée comme valide. Après ces sujets un peu techniques, revenons à quelque chose de plus visuel, les NFT. NFT signifie Non-Fungible Token, ou jeton non fongible en français. La notion de fongibilité désigne quelque chose d'interchangeable. Par exemple, les billets sont fongibles, parce que 2 billets de 10 € ont la même valeur et peuvent être échangés sans impact. De même, les grains de riz dans un sac de riz sont fongibles, parce qu'ils sont tous identiques. A l'inverse, les œuvres d'art sont non fongibles, parce qu'elles sont uniques. C'est le cas également d'un emplacement géographique. Ils ont tous des coordonnées précises et différentes. Maintenant, si on prend une image numérique, c'est quelque chose de fongible, parce que si vous en faites un copier-coller, vous obtiendrez une image absolument identique à l'original, sans moyen de savoir laquelle est l'original et laquelle est la copie. Grâce à la technologie blockchain, on peut rendre cette image fongible en image non fongible. Je vous explique comment tout de suite. Prenons l'exemple d'un artiste qui crée une œuvre d'art et la dépose sur la blockchain. Son œuvre est alors horodatée, on connaît désormais le moment exact de son dépôt. Un imposteur qui voudrait copier l'œuvre ne pourra pas la déposer avec le même horodatage. De cette manière, on garantit l'unicité des fichiers déposés sur la blockchain. C'est la première étape. On n'a pas encore garanti l'authenticité de l'œuvre, parce qu'un imposteur aurait pu être en mesure de déposer l'œuvre en premier sur la blockchain, si l'artiste n'a pas pris la précaution de le faire avant de diffuser l'œuvre. Ce qui garantit l'authenticité, c'est la clé publique avec laquelle l'œuvre va être déposée sur la blockchain. Un artiste doit faire connaître sa clé publique à travers les réseaux sociaux, son site internet ou tout autre moyen fiable de communication entre l'artiste et ses interlocuteurs. Lorsque l'artiste dépose l'œuvre sur la blockchain, la clé publique va également être enregistrée sur cette blockchain et rattachée à l'œuvre. Grâce au système de signature cryptographique que l'on a vu tout à l'heure, il est impossible pour notre imposteur de déposer un faux de l'œuvre avec la clé publique de l'artiste. Troisième et dernier point, un NFT est également une preuve de propriété, car en plus de l'œuvre et de la clé publique de l'artiste, la clé publique du propriétaire est enregistrée. Donc personne d'autre que ce propriétaire ne peut revendiquer la propriété de l'œuvre. On va maintenant regarder quelques exemples de NFT. J'ai choisi ceux-là pour leur particularité et pour vous montrer un petit éventail des types de NFT qui existent. Il faut déjà dissocier deux grandes catégories, les NFT numériques et les NFT physiques. Parmi les NFT numériques les plus connus, on retrouve les Bored Apes Yacht Club. C'est une collection de 10 000 dessins de singes uniques, mais avec des caractéristiques communes. On peut retrouver la même bouche sur plusieurs singes, les mêmes yeux, certains objets aussi, et chacune de ces caractéristiques est plus ou moins rare. L'œuvre la moins chère de cette collection est vendue pour environ 150 000 € au moment où je tourne cette vidéo.
Un autre NFT célèbre, c'est celui qui a été créé à partir du premier tweet de Jack Dorsey, et il s'est vendu pour 2,9 millions de dollars. En avril 2022, son acheteur l'a remis aux enchères en espérant obtenir 49 millions de dollars, mais l'enchère la plus élevée n'a atteint que 10 000 dollars. On est ici dans le monde de l'art, la valeur des œuvres peut monter très vite, mais peut aussi chuter brutalement. L'œuvre Every Days de Beeple a également fait l'actualité avec un record de vente à 69 millions de dollars. C'est un assemblage de 5000 œuvres réalisées par l'artiste. Les NFT peuvent aussi être associés à des biens physiques. Dans ce cas, un NFT est créé à partir de photos de l'œuvre et de ses caractéristiques. Le NFT sert de certificat d'authenticité et de titre de propriété. En plus, il a l'avantage par rapport au certificat papier d'être infalsifiable et immeuble. Un exemple, les ours jaillets, ce sont des sculptures d'ours géants. Dior a également lancé une collection de chaussures qui ont leur certificat d'authenticité sous forme de NFT, et Rolex garantit certaines de ses montres grâce à des NFT. Entre numérique et physique, Dapper Labs s'est associé à la NBA pour créer les NBA Top Shots. Ce sont des NFT qui représentent des actions de matchs NBA. Chaque NFT contient une vidéo de quelques secondes de l'action. On vient de voir que l'on peut tokeniser l'art. Eh bien, on peut aussi tokeniser des actifs physiques, comme l'immobilier, les matières premières ou les pièces industrielles. L'objectif est le même que pour l'art, faciliter leurs échanges et leur gestion en apportant des fonctionnalités supplémentaires. Prenons l'exemple de la tokenisation des diplômes. Les universités délivreraient des diplômes sous forme de NFT, permettant ainsi aux employeurs de vérifier facilement si un candidat a réellement suivi les études qu'il prétend avoir faites. Impossible ainsi de falsifier un diplôme. Les billets de concert, sous forme de NFT, auraient l'avantage de ne pas pouvoir être falsifiés ou dupliqués. L'avantage supplémentaire, c'est qu'après le concert, les participants possèdent une preuve irréfutable de leur présence. On pourrait imaginer que les réseaux sociaux utilisent cette preuve pour afficher une icône ou un texte particulier, comme ils le font pour la vérification des comptes officiels. La tokenisation des pièces d'identité et des documents administratifs est également une perspective prometteuse, notamment lorsqu'elle est associée à la technologie Zero Knowledge Proof, ZKP. La preuve à divulgation nulle de connaissances. Cette technologie permet de prouver la possession d'une information sans en révéler le contenu. Dans ce modèle, chacun possède un portefeuille numérique connu de l'administration. Celle-ci vous y délivre vos pièces d'identité sous forme de NFT. Ensuite, par exemple lorsque vous faites une action qui nécessite que vous ayez plus de 18 ans, votre portefeuille numérique sera en mesure d'en fournir la preuve. Cela sans révéler votre âge exact ni aucune autre information de votre pièce d'identité, comme votre nom ou votre adresse. Le système fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il est impossible pour vous de fournir cette preuve sans avoir le document fourni par l'administration. Ce serait un grand progrès parce que ça réduirait les risques de piratage massif de données personnelles. Aucune information personnelle n'aurait besoin d'être stockée dans des bases de données d'entreprise, qui ont parfois le malheur d'être mal sécurisées. Personne d'autre que vous ne posséderait vos données personnelles. La tokenisation peut également être utilisée pour représenter des actions d'entreprise. Ce mécanisme a connu son apogée en 2018 avec près de 7 milliards de dollars investis dans des levées de fonds, appelées ICO, Initial Coin Offering, ou en français, offre initiale de jetons. Son équivalent hors blockchain est l'IPO, Initial Public Offering, et ça correspond à l'introduction en bourse d'une entreprise. Les tokens de crypto-monnaie fonctionnent globalement de la même façon que les actions. Par contre, ils ont plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'ils sont beaucoup plus accessibles. Il n'y a pas besoin d'être un investisseur accrédité pour acheter ces jetons. Il suffit de posséder un portefeuille de crypto-monnaie. Le fait de ne pas avoir besoin de passer par une institution financière pour se les échanger, plus le fait que tous les échanges sont programmés dans un smart contract, réduit les coûts de façon conséquente. Autre avantage, les crypto-monnaies peuvent s'échanger 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors cette facilité d'accès entraîne malgré tout une conséquence, c'est que le prix d'un token varie beaucoup plus que celui d'une action. La tokenisation est aussi utile pour le suivi de pièces industrielles. Actuellement, les industriels doivent enregistrer les opérations effectuées sur des pièces critiques, afin de pouvoir remonter à l'origine d'un problème en cas d'accident. Ces enregistrements sont généralement stockés dans des bases de données internes qu'ils contrôlent entièrement avec la possibilité de modifier ces données.
Si ces informations étaient stockées sur la blockchain, elles seraient immuables, c'est-à-dire impossibles à modifier une fois enregistrées. Bien sûr, pour protéger la propriété intellectuelle, les données pourraient être chiffrées avant d'y être enregistrées. Ce système garantirait aux experts que les informations analysées n'ont pas été altérées entre le moment où le problème s'est produit et le début de leur enquête, que ce soit quelques jours ou quelques années plus tard. Il y a également de nombreuses applications dans le domaine alimentaire. Aujourd'hui, les fabricants sont tenus d'indiquer les ingrédients utilisés dans leurs produits, comme le pourcentage de sucre. Ces informations figurent sur les étiquettes que nous connaissons bien. Cependant, on pourrait aller plus loin en ajoutant un QR code permettant, grâce à la blockchain, de retracer l'origine des produits et de suivre leur transformation. Nous approfondirons ce sujet dans 2 slides, mais pour mieux comprendre ces mécanismes, il est essentiel de maîtriser également le concept de smart contract. Les smart contracts, en français contrats intelligents, sont des programmes informatiques inscrits sur la blockchain. Ils s'exécutent automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies ou que certaines actions sont effectuées. Pour comprendre leur intérêt, prenons l'exemple des paris sportifs. Actuellement, si vous souhaitez parier sur un match avec une personne que vous ne connaissez pas, vous devez faire appel à un intermédiaire de confiance pour conserver les fonds jusqu'à la fin du match. Cela engendre des coûts et des délais. Avec un smart contract conçu pour les paris sportifs, le processus serait simplifié. Vous pourriez parier sur votre équipe favorite en transférant de la crypto-monnaie au smart contract. Les fonds, les vôtres et ceux de l'autre parieur, seraient bloqués tant que le résultat du match n'est pas connu. Le smart contract récupérerait automatiquement ce résultat via un oracle connecté à une source fiable comme un journal sportif. Une fois le résultat obtenu, il distribuerait les fonds automatiquement aux gagnants sans intervention humaine. Cette capacité des smart contracts à stocker de la crypto-monnaie et à exécuter des actions de manière autonome permet de se passer d'intermédiaires, réduisant ainsi les coûts et les délais. Ce principe est applicable à de nombreux autres domaines. Le secteur de la finance décentralisée, appelé DeFi pour Decentralized Finance, est aujourd'hui le secteur qui exploite le plus intensément les smart contracts et la tokenisation. Ils permettent d'automatiser et de sécuriser des mécanismes financiers tels que les transferts d'argent, les prêts, les assurances et d'autres services issus de la finance traditionnelle, tout en réduisant les frais et en offrant une plus grande transparence. Dans le monde artistique, nous avons vu que les NFT permettent de créer des certificats infalsifiables. Associés à un contrat intelligent, ils offrent de nouvelles possibilités, comme la distribution automatique et sécurisée de royalties lors de la revente d'une œuvre. Voyons ce mécanisme dans la slide suivante. L'artiste crée l'œuvre, la dépose sur la blockchain en indiquant, à ce moment-là ou plus tard lors de la vente, l'adresse du portefeuille du propriétaire de l'œuvre. Lorsque ce propriétaire revend l'œuvre, il est dans l'obligation technique de passer par le smart contract pour transmettre l'œuvre si elle est numérique ou le certificat de l'œuvre si elle est physique. Cette action nécessite le paiement de royalties en crypto-monnaie qui sont automatiquement transférées sur le portefeuille de l'artiste. Voyons maintenant l'apport des smart contracts et de la tokenisation dans le domaine de la traçabilité industrielle. Voici une illustration des nombreuses informations qui pourraient être enregistrées sur la blockchain de la production à la vente au client. Ces données pourraient être rendues publiques, permettant à n'importe qui d'accéder facilement aux informations qui l'intéressent. Prenons l'exemple d'un simple yaourt. Grâce à la blockchain, il serait possible de savoir précisément dans quelle ferme le lait a été produit, quelle entreprise a fabriqué le pot du yaourt, qui a confectionné le produit final, comment et à quelle date il a été transporté, où il a été stocké et dans quelles conditions, et même pourquoi pas à quel prix il a été vendu aux consommateurs. Cette transparence offrirait de nombreux avantages. Les consommateurs pourraient connaître avec exactitude la composition et le parcours de ce qu'ils consomment, et ils pourraient également, par exemple, calculer l'empreinte énergétique d'un produit et orienter leur achat en fonction de critères environnementaux. Et ça ne s'arrête pas là. Tous les autres acteurs impliqués, directement ou indirectement dans la fabrication du produit, pourraient enrichir cette traçabilité avec des informations essentielles, telles que le respect des normes en vigueur, la gestion des déchets produits, les matériaux ou composants utilisés. En résumé, la blockchain, grâce au smart contract et à la tokenisation, ouvre la voie à une traçabilité intégrale et transparente, bénéfique pour les consommateurs comme pour les entreprises. Pour interagir avec la blockchain, vous devez utiliser un portefeuille numérique. Un portefeuille numérique sert à stocker vos clés privées. Ces clés privées permettent d'autoriser les actions de votre portefeuille,
comme dépenser des crypto-monnaies ou transférer un NFT. Il est donc crucial de bien comprendre comment l'utiliser avant de se lancer. Concrètement, un portefeuille numérique peut être une application mobile, un plugin de navigateur ou un appareil spécifique appelé wallet hardware. Ces appareils sont aujourd'hui le moyen le plus sûr de protéger vos clés privées et donc vos fonds. Pour effectuer une transaction avec ces appareils, vous le branchez à votre ordinateur, entrez un code secret, puis appuyez simultanément sur 2 boutons pour confirmer la transaction. Un autre moyen de stocker une clé privée est de la noter sur un bout de papier. Cela présente l'avantage de ne pas être connecté à Internet, votre clé est donc à l'abri de tout piratage. Mais bien sûr, pour effectuer des opérations, vous devrez d'abord renseigner cette clé dans un appareil numérique qui peut se connecter avec la blockchain. C'est juste un moyen de stockage à plus long terme. À noter que quel que soit le moyen utilisé, aucune opération n'est nécessaire pour recevoir des fonds, car le montant de vos fonds correspond simplement à la somme de tout ce que vous avez reçu jusqu'à présent. Quel que soit le format choisi, souvenez-vous que la sécurité de votre portefeuille numérique repose entièrement sur la protection de vos clés privées. Ne les partagez donc jamais. Et pour les stocker, choisissez le moyen qui vous semble le plus adapté à vos besoins et à votre utilisation. Le terme portefeuille numérique ou wallet peut avoir 2 significations différentes. D'abord, le wallet simple, c'est celui dont je vous parle depuis le début de cette présentation. Il correspond à une et une seule paire de clés, une clé publique et une clé privée. Voici d'ailleurs à quoi ressemblent ces clés. Ensuite, le wallet HD, pour hiérarchique déterministe. Ce type de wallet est un générateur de paires de clés. Il permet d'obtenir plusieurs portefeuilles numériques pour différentes blockchains. C'est ce type de wallet que vous installez via les supports que je détaillais à la slide précédente. L'ensemble des clés des wallets simples d'un portefeuille HD est sécurisé par ce que l'on appelle une phrase de récupération. C'est en réalité une suite de 12 ou de 24 mots qui permettent de régénérer tous les wallets simples de votre portefeuille. Pour illustrer ces 2 types de portefeuilles numériques, imaginez un village avec des rues en étoile autour d'une mairie. Vous possédez toutes les maisons de ce village. Chaque rue correspond à une crypto-monnaie différente. Chaque maison d'une rue représente un wallet simple de cette crypto-monnaie. L'adresse postale de chaque maison correspond à une clé publique et la maison s'ouvre grâce à la clé privée correspondante. À noter que vous pouvez construire autant de maisons que vous le souhaitez dans chaque rue. Autrement dit, vous pouvez créer autant de portefeuilles simples que vous le souhaitez dans chacune des crypto-monnaies de votre wallet HD. Votre argent est stocké dans les maisons. La particularité de cette image, c'est que la mairie possède une copie des clés de toutes les maisons, les clés privées donc. Il y a un code pour accéder à la mairie, c'est la phrase de récupération, c'est-à-dire les 12 ou les 24 mots. Ce qui veut dire que toute personne qui connaît cette phrase peut accéder à tous les wallets simples de votre portefeuille HD et donc récupérer tous vos fonds. C'est pourquoi il est essentiel de protéger également cette phrase de récupération via les mêmes outils évoqués, applications, plugins ou wallet hardware. Lors de l'installation de votre portefeuille numérique, c'est cette phrase de récupération que vous devrez noter dans un endroit sûr. Pour plus de détails, j'ai créé une vidéo courte expliquant les méthodes les plus sécurisées aujourd'hui pour stocker ces mots. Maintenant que vous connaissez l'intérêt d'un wallet, je vous propose de passer à la pratique en vous accompagnant dans la création de votre portefeuille numérique. Pour en obtenir un, c'est très simple, il suffit de télécharger une application sur son téléphone. Je vous explique en détail comment dans cette vidéo. Rendez-vous donc sur le Play Store ou dans l'App Store de votre téléphone. C'est important de télécharger l'application depuis une source sûre. Un logiciel malveillant pourrait générer des paires de clés déjà connues par son créateur, qui serait alors capable de voler tous vos fonds une fois que vous en aurez ajouté. Des applications de portefeuille numérique, il y en a beaucoup. MetaMask, Phantom, Trust Wallet, mais je vous conseille Zerion parce qu'il affiche les NFT de façon un peu plus simple. Lancez l'installation de l'application. Je profite de ce temps pour vous dire qu'aucune donnée personnelle ne vous sera demandée lors de l'installation. Aucun nom, email ou numéro de téléphone. Ce n'est pas comme un compte bancaire où vous devez justifier de votre identité. Une fois l'installation terminée, lorsque vous l'ouvrirez pour la première fois, vous aurez la possibilité d'importer un portefeuille que vous auriez déjà créé auparavant ou de créer un nouveau portefeuille. C'est ce qui va nous intéresser ici. Saisissez un code secret qui vous permettra d'accéder à l'application. L'authentification par empreinte ou reconnaissance faciale sont également possibles. Un chat d'accueil vous informe des choses à savoir concernant votre portefeuille. C'est important d'y prêter attention et de les lire.
Ça y est, votre portefeuille est créé, mais avant de l'utiliser, il reste une étape importante. C'est celle qui consiste à sauvegarder 12 mots, qu'on appelle aussi la phrase de récupération. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen que vous aurez de retrouver votre portefeuille numérique si vous perdez votre téléphone, ou si vous voulez l'utiliser via un autre support comme un plugin de navigateur. Suivez donc les instructions de sauvegarde de ces 12 mots, par exemple en les copiant sur un bout de papier. Gardez bien en tête que n'importe quelle personne qui connaît ces mots pourra vous voler vos crypto-monnaies et vos NFT. D'où l'importance de les conserver de façon sûre et sécurisée. J'ai fait une vidéo spécifique pour expliquer les bonnes pratiques pour protéger ces mots. Notez bien l'ordre des mots également, car ces mêmes mots dans un ordre différent génèrent un autre portefeuille. Pour s'assurer que vous avez bien enregistré ces mots, l'application vous demande dans l'écran suivant de saisir les mots à différentes positions. Une fois cette étape terminée, vous êtes prêt à recevoir de la crypto-monnaie et des NFT. Prenez le temps d'explorer l'application pour découvrir les différentes fonctionnalités. Celle qui vous intéressera le plus dans un premier temps est celle permettant de recevoir de la crypto-monnaie et des NFT. Le processus est identique dans les deux cas. Cliquez d'abord sur votre portefeuille. Vous pouvez voir que les sections Token et NFT sont vides, c'est normal puisque vous venez juste de le créer. Cliquez sur Recevoir. L'application affiche un QR code que vous pouvez présenter à la personne souhaitant vous envoyer des fonds ou des NFT. Vous pouvez également copier l'adresse pour la transmettre par voie numérique ou cliquer sur Partager pour l'envoyer via une autre application. Il y a un nouveau concept qui change la donne, l'account abstraction ou abstraction de compte. On l'appelle aussi Smart Account ou portefeuille intelligent. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la fusion de deux concepts. Le premier, c'est le portefeuille classique, comme MetaMask, Phantom, Zerion, qui a pour objectif de stocker vos clés privées et de signer vos transactions. Le deuxième concept, c'est le contrat intelligent, c'est-à-dire un programme qui automatise des règles sans intervention humaine. Avec l'abstraction de compte, votre portefeuille peut fonctionner comme un contrat intelligent. Il devient programmable et flexible. Comment ça marche? Votre portefeuille n'est plus juste une clé qui signe des transactions. Il peut désormais faire beaucoup plus de choses, comme gérer des signatures multiples, c'est quand deux personnes doivent valider un paiement pour qu'il soit accepté. Il peut ajouter des règles de sécurité, comme des plafonds de dépenses ou des délais de confirmation. Il peut aussi autoriser des paiements automatiques sans avoir besoin que vous signiez systématiquement chacune de vos transactions. Prenons un exemple concret. Vous avez un abonnement à une application de musique décentralisée. Avec un portefeuille classique, vous devez valider chaque paiement. Avec l'abstraction de compte, vous autorisez un paiement de 5 € par mois tant que vous utilisez l'application. Et c'est le portefeuille qui gère tout ça seul. Autre gros avantage, c'est plus simple à créer. Plus besoin d'installer une application de portefeuille et de sauvegarder des mots. Vous pouvez générer un portefeuille directement avec votre email, un compte Google ou un numéro de téléphone. L'account abstraction va se charger de générer un portefeuille numérique sur le support que vous utilisez, PC ou téléphone. Mais c'est totalement transparent pour vous. Attention quand même, si vous utilisez votre email ou numéro de téléphone, quelqu'un qui accède à votre compte ou votre numéro de téléphone peut aussi accéder à vos fonds. Donc c'est pratique pour des montants faibles ou des usages temporaires, mais pour du stockage à long terme, il vaut mieux installer un wallet applicatif et encore mieux utiliser un hardware wallet comme le Ledger. Prenons un cas concret qui, j'en suis sûr, sera standard dans les prochaines années. Vous êtes au musée et celui-ci vend des NFT souvenirs. Vous n'avez pas de wallet, pas de souci, vous entrez votre email sur la boutique en ligne, vous recevez un code par email que vous validez, vous payez en euros ou en crypto sur le site ou directement à la boutique, puis vous cliquez sur « Recevoir mon NFT ». Et voilà, votre NFT est lié à votre email ou à votre numéro de téléphone. Vous n'avez rien eu à installer. Pour conclure sur les account abstraction, je suis convaincu que c'est le mécanisme qui va simplifier la blockchain et la rendre accessible à tous. C'est à mon avis l'un des piliers de sa démocratisation dans les prochaines années. Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de ce que sont la blockchain, les portefeuilles de crypto-monnaies et un NFT, je vous propose de vous offrir un NFT aux couleurs de NFT Propulsion. Ça vous permettra de voir directement dans votre portefeuille à quoi ressemble un NFT et de mettre en pratique une partie de ce que vous avez vu dans cette présentation. Pour cela, rendez-vous sur la page autantart.com. C'est le site que j'utilise pour mettre en avant les NFT que je réalise pour les artistes.
Sur cette page, ce qui va nous intéresser, c'est NFT Propulsion édition 1. Sur cette page, vous allez retrouver une présentation de NFT Propulsion en vidéo et une présentation de la collection de NFT, la première de NFT Propulsion. En dessous, on a un bouton Se connecter, on va y revenir, et juste avant, vous voyez des previews de ce que sont les NFT. En fait, chaque NFT a une couleur de vague différente. Il y en a 100 en tout, et donc vous allez pouvoir en recevoir un gratuitement. La première étape, c'est de se connecter. Donc je clique sur Se connecter, et j'utilise les Account Abstraction. Donc vous pouvez vous connecter soit avec un portefeuille numérique de façon standard, soit en utilisant les Account Abstraction, donc en vous connectant avec un compte Google, Apple, Facebook, voire un email, un téléphone ou tout simplement avec un mot de passe. Je vais utiliser les emails et me connecter avec cette adresse. Le site vous envoie un mot de passe que vous allez recevoir par mail pour confirmer que vous êtes bien le propriétaire de cet email. Voilà, 993 859. Vous êtes connecté avec un portefeuille numérique qui a été généré à partir de votre adresse email. Si vous cliquez sur ce bouton, vous allez copier-coller l'adresse et c'est cette adresse dont j'ai besoin pour vous ajouter dans une whitelist qui vous permettra de minter ce NFT gratuitement. Au lieu des 49 pols, donc qui est à peu près équivalent à 15 €. Là, je lance l'achat du NFT. Achat réussi. Vous êtes désormais le propriétaire d'un NFT de la première collection de NFT Propulsion. Dans mes NFT ici, vous allez le voir apparaître. Là, celui que vous voyez, c'en est un que j'avais déjà, que je possède déjà. Donc je vais rafraîchir la page et il va apparaître. Chargement de vos NFT. Et le voici. Donc on peut cliquer aussi sur les NFT pour voir des informations directement sur la blockchain. Ça vous envoie sur le site nftscan.com, qui est un site qui répertorie les NFT. Sur ce site, on va retrouver les différentes informations associées aux NFT et associées au contrat intelligent, c'est-à-dire la collection de NFT. On a le type de NFT, donc là j'ai utilisé le standard ERC 721. On a le numéro du contrat, on peut aller voir dessus en cliquant, voir la liste des NFT disponibles et les autres informations qui régulent cette collection de NFT. Le nombre de NFT qui ont été mintés et différentes informations. Vous pouvez aussi télécharger ce NFT, le minter avec un portefeuille numérique classique, un wallet standard. Donc je vais me déconnecter et me reconnecter, cette fois en cliquant sur « Connecter un portefeuille ». Je choisis MetaMask par exemple. Attention, il se connecte au compte intelligent de MetaMask, associé à mon compte MetaMask. Donc pour ça, je vais recliquer sur « Switch Wallet » pour basculer et bien me connecter avec le portefeuille standard. Donc ça y est, je suis connecté avec mon portefeuille standard et je peux recommencer l'action d'acheter le NFT. Cette fois-ci, comme j'ai des frais de transaction à payer, il m'ouvre une pop-up pour me demander de signer le message et de payer les frais de transaction. Je confirme. Et comme j'utilise un ledger, je signe la transaction sur mon ledger. Achat réussi. J'avais déjà un NFT sur mon ledger. Je vais rafraîchir la page de la même façon. Et je vois que j'ai bien désormais 2 NFT. Pour que je puisse vous ajouter à la whitelist, c'est-à-dire la liste des utilisateurs qui peuvent télécharger ce NFT gratuitement, j'ai besoin de votre adresse de portefeuille. Vous pouvez la récupérer grâce aux méthodes que nous avons vues, par exemple en vous connectant sur la page de téléchargement du NFT sur authentart.com, le lien est en description. Une fois connecté, vous pourrez copier-coller votre adresse en cliquant sur votre compte. Transmettez-la moi via LinkedIn uniquement
afin que je puisse m'assurer que vous êtes bien une personne physique et qu'il s'agit bien de votre première demande. Vous trouverez mon lien LinkedIn dans la description de cette vidéo. Une fois que je vous aurai ajouté à cette whitelist, vous pourrez retourner sur la page de téléchargement et récupérer votre NFT en cliquant sur Acheter. Si vous utilisez un portefeuille numérique classique, vous aurez des frais de transaction inférieurs au centime à payer en crypto-monnaie. Et si vous utilisez un account abstraction, votre adresse email par exemple, les frais de transaction seront payés par un compte tiers que je possède. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et pensez à vous abonner. Bonne journée!